une fois n'est pas coutume, je vais pouvoir également vous afficher l'illustration signée Jordan pour ces Los Angeles Clippers avec bien évidemment un homme qui va nous occuper en premier lieu. Vous l'aurez reconnu, c'est bien évidemment Kawhi Leonard qui fait son retour cette saison pour ces Los Angeles Clippers. Le traître hurle Val dans le chat. Bien évidemment, vous reconnaîtrez le fan des Spurs. Et donc une preview signée FD que je peux également envoyer dans le chat et qui sera à retrouver dans la description pour le replay YouTube. Une fois n'est pas coutume, vous avez maintenant l'habitude, je vous l'affiche, cette preview QI Basket signée FD. On retourne bien évidemment dans la colonne des arrivées, des départs. Le retour spécial pour cette preview de Kawhi Leonard. On va parler un petit peu du roster. Mais avant, peut-être un résumé de la saison passée. Est-ce que tu as, je te lance comme ça, mais sans forcément en faire un résumé, est-ce que tu as vu un petit peu les Clippers de la saison passée, Julien? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison? Avec Kawhi Leonard, bien sûr, qui était absent dès le début de saison, et on savait qu'a priori, il ne rejouerait pas. Par contre, pour Paul George, avec une blessure en cours de saison, pour l'autre star de ces Clippers, est-ce que tu en as vu un petit peu, est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as vu des choses à dire? Qu'est-ce que tu as pu en penser, même de loin, Julien, de cette saison des Clippers de la saison passée? Bah, un petit peu de loin, parce que c'est pas l'équipe que j'ai la plus suivie la saison passée. Déjà, forcément, quand même hyper surprenant dans le bon sens avec ce qui les est tombé dessus et les blessures de leurs deux meilleurs joueurs. Donc forcément, chapeau pour la saison qu'ils ont réussi l'année dernière. Euh, Sans avoir encore une fois de loin, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut mettre vraiment du crédit sur Tyronn Lue pour avoir quand même récupéré cette équipe quand il est arrivé. Ça avait quand même un petit peu moqué à droite à gauche pour le choix des Clippers. Et puis, en réalité, bah, on voit quand même qu'il arrive à insuffler une mentalité à cette équipe, une grinta à cette équipe qui fait du bien, qui leur fait beaucoup de bien. Donc, moi, j'étais quand même hyper surpris de leur performance. Il y a un roster qui est quand même hyper profond. Beaucoup de joueurs qui sont prêts à contribuer chaque soir dans pas mal de domaines, sur quasiment tous les postes. Euh, donc franchement, grosse surprise l'année dernière. Conférence Ouest qui était un peu moins étoffée aussi, il faut quand même le dire. Et puis là, je les ai le plus vus finalement, c'est entre guillemets, c'est sur le match de play-in face aux Wolves. En bon fan de Minnesota, on a failli passer à la trappe si on n'a pas un réveil dans les toutes dernières minutes et d'Anthony Edwards et de Patrick Beverley et de D'Angelo Russell. Mais ils avaient fait un match très solide à l'image de leur saison. En fait, bon, Paul George a été revenu et forcément ça fait un apport non négligeable. Mais voilà, une équipe qui a de quoi faire flipper très sérieusement avec le retour de ses deux meilleurs joueurs. Paul George, c'était déjà le cas en fin de saison. Kawhi, on ne sait pas du tout comment il va revenir, on va certainement en reparler. Bon, admettons que Kawhi revienne ne serait-ce qu'à 80% de ce qu'il était. C'est déjà assez effrayant. Darius Garlanten qui nous dit ils ont fait une saison honorable au regard des blessures. Tyronn Lue a bien géré les rotations. Guillaume, qui une fois n'est pas coutume, un petit peu se moquer de Tyronn Lue, on s'est bien moqué justement, mais il avait été très bon assistant de LeBron à Cleveland. On ne devrait pas être surpris de voir Bon dans son premier rôle de head coach. Darius Garlanten qui nous dit faire une saison comme ça avec Reggie Jackson franchise, ça dit pas mal. Effectivement, justement, Reggie Jackson, moi qui déjà me surprenais les playoffs précédents et a retrouvé vraiment un vrai apport potentiel, alors dans un rôle toujours aussi soumis au coup de chaud, si je puis dire, m'exprimer ainsi, mais qui, la saison passée, malgré tout, confirmait son retour à un niveau NBA, en tout cas une viabilité dans ce roster-là. À côté d'autres joueurs qui s'épanouissaient, je pense à Luke Kennard qui retrouvait un rôle de shooter de très haut volume et peut-être même un petit peu plus. On a eu des petits points de playmaking entre lui, Terrence Mann également, mais aussi Amir Coffey, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Terrence Mann justement qui continuait ses pointes au scoring et de pouvoir apporter à l'équipe à ce niveau-là. Et Vika Zubac qui s'affirme comme réellement un pivot titulaire solide dans cette ligue. Tu parlais un petit peu du play-in. Effectivement, tu as pu les voir de près du coup pendant ce match. Admirer la défense de Nick Batum sur Karl Anthony Towns.
ça avait fait beaucoup parler. Mais malgré la non-qualification, effectivement, désespoir encore plus avec le retour de Kawhi, de Paul George bien sûr. Une franchise qui, on peut le dire, je pense, vise le titre avec ces 2 stars, mais aussi une immense profondeur sur les ailes, et c'est de ça dont on va parler bien évidemment. Reggie Jackson, l'Italien, est scoreur très peu efficace. Effectivement, on va y revenir, on va en parler un petit peu de ça. Je pense, j'espère pouvoir le retrouver dans un rôle justement offensif un peu plus efficace en étant aligné avec les 2 autres stars. Je pense qu'il aura moins de tickets shoot et que ça ne peut que le servir. En tout cas, c'est tout mon espoir pour les fans de ces Clippers. Alors que bien sûr, je repasse sur la preview pour faire le tour du roster. Une fois n'est pas coutume, vous avez maintenant l'habitude. Au poste de meneur, donc, Reggie Jackson, on en parlait, Terrence Mann, John Wall, dont on va également parler un petit peu plus, Jason Preston. Au poste d'arrière, Norman Powell, Luke Kennard, Amir Coffey, BJ Boston. Au poste d'ailier, Kawhi Leonard, Paul George et Nick Batum. Au poste d'ailier fort, Robert Covington, Marcus Morris. Au poste de pivot, Ivica Zubac, Moussa Diabaté, signé en two-way contract et qui est un pivot français, donc Cocorico, et Moses Brown. On va revenir de toute façon sur quelques-uns de ces joueurs et pour parler un petit peu plus de l'équipe dans son ensemble. Vous le voyez, les arrivées, les départs, finalement encore un peu à l'image des Bucks, peu de mouvements réellement, si ce n'est peut-être bien sûr l'arrivée de John Wall et le départ d'Isaiah Hartenstein. On va en parler un petit peu plus, et un petit peu à l'image encore une fois des Bucks. Finalement, cet été, la principale activité concernait des prolongations de contrats, prolongation d'Ivica Zubac, d'Amir Coffey, de Nick Batum. Ça permet de rester dans une profondeur de profil, notamment à l'aile, et puis d'assurer bien sûr Ivica Zubac comme le pivot titulaire. Et ils ont bien fait ces Clippers. Si finalement le plus gros trade était le plus gros trade et surtout les plus grosses acquisitions étaient faites la saison passée avec les arrivées de Covington et Norman Powell qui ajoutent énormément de profondeur à ce roster pour les finales, les NBA, on peut le dire, avec maintenant les retours des 2 stars, les personnes de Kawhi Leonard et Paul George, bien sûr. À noter quand même le départ d'Isaiah Hartenstein, qui la saison passée, c'était une des belles surprises, moi je trouvais, du côté de ces Clippers, s'imposait vraiment comme un pivot backup potentiel dans cette ligue. C'est vrai que avant ça, et on en parlait un petit peu sur la preview de je ne sais plus quelle équipe, malheureusement, parce que je ne sais plus où il est parti. Vous me le rappellerez dans le chat, bien sûr. De quoi? Hartenstein? Oui. Il n'est pas parti à New York, lui? Oui, il me semble, oui, c'est ça, il est parti au Knicks, merci. J'avais un trou de mémoire. Isaiah Hartenstein, du coup, qui, on en parlait avec Jérémy sur la preview des Knicks, avait soufflé le chaud et le froid sur ses premières saisons dans la ligue, que ce soit aux Rockets, mais aussi aux Nuggets, où il prenait énormément de fautes aussi. Il sortait quand même assez rapidement de ses matchs, malheureusement. Et puis on avait un avis un petit peu différent, Jérémy et moi, mais qui, en tout cas, cette saison, s'était imposé comme un plutôt bon backup. Et un des meilleurs pivots d'ailleurs dans la ligue statistiquement au niveau de l'intimidation proche du panier et de la défense proche du panier. Et bref, c'est un pivot surtout intéressant, assez adroit à la passe et qui peut faire quelques petites choses en backup. Et surtout, ce qui va vouloir dire potentiellement derrière Ivica Zubac, des places à prendre. Alors pour Moussa Diabaté peut-être en two-way, pour Moses Brown peut-être, mais en tout cas, peut-être une rotation un petit peu courte à l'intérieur pour des Clippers qui, malgré tout, jouent globalement souvent très small ball. Donc c'est peut-être pas forcément si dommageable que ça, mais à noter peut-être, auquel cas, imaginons une blessure potentielle d'Ivica Zubac, ce qu'on ne souhaite pas évidemment pour le pivot, mais qui pourrait peut-être devenir un handicap, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de la place derrière lui et surtout pas de backup vraiment certain pour l'instant. L'autre arrivée qui a beaucoup fait parler, c'est celle de John Wall. Un pari, sous forme de pari, parce qu'on le sait, le meneur n'a pas joué depuis très longtemps maintenant. Il est passé aussi par des phases très sombres. Son Players Tribune notamment qui en parle, et je vous enjoins à aller le lire. On parle beaucoup de santé mentale dans la ligue, et ça fait partie de ces joueurs qui ont pu en parler
a raison pour un petit peu ouvrir la voie, donc je vous renvoie à ça. Un pari de peu de risques finalement dans cette rotation des Clippers, puisque le risque est faible finalement. Ils ont des joueurs sur le backcourt à placer si jamais ça ne fonctionnait pas avec John Wall. John Wall avec 2 interrogations majeures pour son retour. Son efficacité offensive, on l'a vu, le peu de matchs qu'il a joué avec Houston, c'était compliqué de ce côté-là du terrain en termes d'efficacité. Et puis également sa défense. Est-ce que même, d'ailleurs, c'est le gros point d'interrogation, encore plus que son efficacité offensive, est-ce que sa défense va lui permettre d'être titularisable ou ne serait-ce que backup? Là sera toute la question. Julien, est-ce que tu y crois à ce pari, John Wall? Qu'est-ce que tu peux imaginer un petit peu vis-à-vis du meneur? J'espère pour lui, sincèrement, mais j'ai un petit peu du mal à y croire. Après, on a vu déjà des belles histoires, des beaux comebacks, on pense à des Rick Rose notamment. Maintenant, en fait, ça dépend, comme tu dis, ça dépend de ce qu'on va lui demander aussi. S'il a les capacités physiques qui sont à peu près revenues, on ne retrouvera pas le John Wall qu'on a connu, capable d'exploser dans tous les sens, hyper rapide. Mais offensivement, ça reste quand même un joueur qui a un certain QI basket, qui a une expérience. Donc, pourquoi pas sur des séquences en sortie de banc, on peut se permettre de dynamiter un peu l'équipe adverse. Faut voir si une capacité de distribution qui est toujours intacte malgré une moindre capacité à faire de la différence sur le premier pas, etc. Parce que bon, c'est quand même un très bon distributeur, mais qui avait facilité ce rôle-là par sa capacité à faire des différences sur son dribble, par sa vitesse. Donc ça, il l'aura certainement beaucoup moins. Donc à voir s'il est capable de contribuer offensivement en sortie de banc, mais en général c'est un petit peu plus ce qu'on va te demander en sortie de banc, ce qui sera un peu plus facile. Par contre, est-ce que quand l'équipe sera en difficulté ou face à une second unit qui justement va prendre le dessus offensivement, est-ce qu'en effet, comme tu dis, il va pas prendre des trous et il va pas être hyper pénalisant? C'est une vraie question. Je reconnais que alors, je n'ai pas regardé la précision des Clippers pour être honnête, donc j'ai pas encore vu un petit peu dans quel état il était. Mais comme ça, de prime abord, j'ai un petit peu du mal à croire en une renaissance vraiment de John Wall, quoi. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes fan des Clippers, que ce soit dans le chat, mais aussi sur YouTube, en commentaire, ce que vous attendez un petit peu de ce retour de John Wall. Est-ce que vous y croyez réellement? Est-ce que vous êtes plutôt prudence gardée ou alors absolument à fond sur ce retour? Guillaume dans le chat qui nous dit: j'en reviens pas de dire ça, mais je préfère Jax à Wall et il n'y a même pas photo. En tout cas, j'attends de voir pour Wall, je sais pas ce qui reste dans le moteur. On verra bien de toute façon, ça va être une des réponses de cette saison régulière. On va pouvoir un petit peu voir s'il peut revenir dans le game NBA un petit peu en forme et pouvoir être utilisé. Il y a eu d'autres retours comme ça par le passé, pourquoi pas pour le meneur. Darius Galanten qui nous dit: j'avais entendu que Batum pourrait être parfois utilisé en 5 cette année. Et Val qui lui répond: Nico Batum sur Jokic en playoff. Tremble Denver, tremble. J'ai vraiment très peur. Je suis très content d'imaginer un match-up pareil. Je prends tous les jours si vous voulez mon avis. S5, tu prétends avoir une culture musicale et tu laisses passer ma vanne. Choqué, j'espérais, c'est parce que j'ai vu ta vanne que j'ai fait la transition sur l'écran vers le chat pour qu'ils puissent tous l'admirer. Mais puisque tu demandes, je peux l'envoyer parce effectivement, elle est vraiment pas mal. BJ Boston, j'ai un très bon pressentiment, j'ai même more than a feeling. Voilà, vous aurez peut-être la référence. C'est vrai que pour une fois, on peut applaudir le jeu de mots de Guillaume, donc on va le faire. Pour une fois, il est de qualité. Mais en vrai, Jackson, on se fout de lui parce qu'il mérite, mais c'est lui le titu. Bonne défense, plus 3 points. Wall n'a aucun des deux. Et je sais pas si Wall a encore la création ou s'il y en a besoin. Moi, c'est une vraie question aussi vis-à-vis de Wall par rapport à sa création, parce que c'est vrai, comme le rappelait Tom tout à l'heure en intro, il était fan d'Optimus Dime, donc vous comprendrez le pseudo, le surnom, pardon. Et donc du coup, c'est vrai que c'était un meneur qui souvent trustait le haut du panier en termes d'assists par match pendant la saison. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y avait énormément de décalage. Enfin, il créait beaucoup de playmaking via ces décalages sur le drive. Et donc du coup, si il est plus le même
à ce niveau-là, sur son explosivité, si finalement les décalages qu'il crée sont moindres, à quel point est-ce qu'il va pouvoir porter en termes de playmaking et à la création, c'est toute une question. Et c'est vrai qu'en plus, on sait que Walls n'a jamais été un très grand shooter. On sait que souvent, après des grosses blessures comme ça, la facilité peut-être pour revenir, c'est de se transformer plus en shooter. Et ça demande quand même beaucoup moins physiquement. Bon, on verra peut-être que malgré tout, il réussira à se réinventer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. On aura les réponses du côté de John Wall. Val qui nous dit le gros hic des Clippers, c'était leur création de mi-terrain. Paul George, Kawhi sont capables, mais c'est pas du top tier. Reggie, idem. Est-ce qu'ils ont vraiment réglé le problème? Mais fallait prendre Brunson et dégager Kawhi. Je dis ça, je dis rien. Vous comprendrez bien évidemment qu'il n'y a aucun biais dans cette réponse de la part de Val, fan des Spurs, on le rappelle. Effectivement, et puisque vous en parlez, je vais faire un petit saut dans mon conducteur pour passer directement à cette question. Offensivement, comme le disait Val, le gros hic des Clippers, c'était leur création de mi-terrain. C'est une franchise qui, offensivement, avec le coach Lou, bien sûr, offensivement quand même, et on peut le dire sans une grande imagination, puisque la saison passée et les saisons précédentes, je pense qu'on peut aller regarder, mais il me semble que ce sera du même acabit, on avait une franchise qui reposait énormément sur l'isolation, 7e fréquence dans la ligue pour ces Clippers, alors qui en plus, ça posait problème d'autant plus que avec Reggie Jackson, qui prenait énormément de ces isolations, l'efficacité n'était franchement pas au rendez-vous, on peut le dire. Alors avec les retours de Paul George et Kawhi, l'efficacité offensive de cette équipe devrait monter en flèche, on se fait pas trop de soucis, et c'est deux joueurs sur lesquels on peut baser un style de jeu offensif sur l'isolation. Qu'on en pense ce qu'on en veut esthétiquement, etc. À la limite, malgré tout, ça reste très viable avec des joueurs très forts dans ce domaine. On se souvient, et je prends souvent cet exemple, mais Kevin Durant à Golden State, il y avait énormément d'isolation sur Kevin Durant parce que malgré tout, des attaquants pareils, ça reste une très bonne source d'offense parce que c'est extrêmement efficace en réalité avec de très bons joueurs. Et Paul George et Kawhi devraient rentrer dans ce moule-ci. Malgré tout, ça reste une attaque stagnante et surtout, ça reste une attaque qui demande beaucoup de ses stars. Et avec des retours de blessures, on peut imaginer malgré tout un Paul George, un Kawhi Leonard. On sait d'autant plus que Kawhi Leonard adore être reposé pendant la saison. Ça avait été un grand point de discussion ces premières saisons chez les Clippers. Peut-être d'un joueur qui jouait trop peu de matchs presque, était peut-être trop load managé vis-à-vis de ses autres comparses. Il y avait peut-être des problématiques, etc. Et puis même en termes de rythme. Donc on peut imaginer là en retour de blessure que les Clippers ne prendront aucun risque, et pour Paul George et pour Kawhi, au moindre pépin, du repos, un minutage potentiellement un petit peu géré, et on peut imaginer peut-être pas de back-to-back pendant au moins la moitié de saison, ce genre de choses qui sont assez classiques finalement dans la gestion des minutes et la gestion des stars, surtout après des blessures. Si on reste sur une attaque qui est forcément basée sur l'ISO, alors que eux ne peuvent pas forcément être là tous les matchs ou donner la pleine mesure de leur talent, on peut se demander est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une évolution en termes de jeu au niveau de l'offense. Val nous disait tout à l'heure, le problématique c'est qu'en termes de création individuelle sur demi-terrain, c'est vrai que les Clippers ne sont peut-être pas l'équipe la mieux armée en termes de personnel, c'est pas forcément les forces des joueurs en place. On a vu mine de rien la saison passée quelques évolutions. Terrence Mann, Amir Coffey en termes de playmaking. On sait que Luke Kennard aussi peut un petit peu apporter de ce côté-là. C'était un prospect qui était pas mal en vue pour sa création, pour le fait qu'il puisse poser de dribbles en plus de son shoot. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a peu vu sur son début de carrière NBA. Peut-être qu'on peut imaginer aussi que l'arrière puisse un petit peu apporter dans ce domaine et être remis dans un rôle de shooter pur, excellent, un shooter de volume à 3 points à l'extérieur avec une très très bonne efficacité, le Kennard, qui forcément apportera de toute façon de ce côté-là du terrain. Est-ce que vous imaginez dans le chat d'autres choses? Est-ce que finalement on peut aussi, là je liste des possibles, mais est-ce qu'on peut réellement imaginer ces Clippers se réinventer de ce côté-là du terrain? Surtout quand on sait que à côté de ça, finalement, leur solidité principale, c'est surtout en termes défensifs, où là, vraiment, ils réussissent à avoir un très haut plancher avec
on va y revenir, un pléthore d'ailiers et vraiment des facilités à ce niveau-là, un personnel très défensif. Autre peut-être joueur à apporter offensivement du côté du terrain, et je parlais du repos des deux stars, Paul George et Kawhi, c'est Norman Powell. Norman Powell qui, dans les mêmes... alors, ça ne changera pas vraiment, il n'y aura pas forcément d'alternance de jeu, mais Norman Powell qui, en termes d'ISO, était quand même bien meilleur en termes d'efficacité, et peut-être à même de suppléer l'apport, en partie au moins, d'une des deux stars quand l'une ou l'autre sera absente. Encore une fois, hein, ça ne sera jamais du niveau de Paul George ou de Kawhi Leonard. Malgré tout, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Julien, qu'est-ce que tu en penses offensivement pour ces Clippers? Est-ce que tu imagines ça possible de les voir adopter une alternance de jeu potentielle, ou est-ce que tu imagines qu'ils puissent rester là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses globalement, avant que je puisse lire le chat et donner la parole à notre chat, bien évidemment? Ça dépendra de deux facteurs. Premièrement, l'état de santé des deux gros stars et notamment du retour de Kawhi. Dans quel état de forme? Déjà, ça va donner une indication de la nécessité ou pas d'aller chercher de l'alternance, d'aller chercher plus de playmaking à droite à gauche. Et si c'est le cas, alors déjà, organiquement, on peut se dire que même si Kawhi revient bien, ça peut être assez sympa de trouver de l'alternance pour certaines situations, notamment pour les playoffs. Donc, ça serait aussi là, l'inconnu, entre guillemets, c'est aussi Tyrone. Donc, même si j'ai pu être dithyrambique, entre guillemets, avec lui sur la saison passée, parce que il a su mettre sur les rails une équipe qui avait pourtant connu des vraies difficultés. Là, ça c'est aussi à sa charge, malgré un personnel limité, d'être créatif, d'être inventif pour aller chercher la moindre qualité, exploiter la moindre qualité de playmaking chez les joueurs qui en ont, tu les as cités. Donc c'est plus après, je pense, une charge collective et une possibilité collective de créer quelque chose, des systèmes que collectivement on arrive à ce que le ballon circule bien sur des situations où Kawhi et Paul George sont moins en forme, en difficulté au tir, bien défendus, etc. Donc cette alternance-là, il y a quelques profils. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, tu l'as très bien dit, le matériel reste très limité dans le secteur. Et après, c'est aussi là qu'un coach peut faire la différence et passer dans la caste des grands de la ligue sur une saison, notamment devenir un candidat coach of the year, c'est en ayant justement des bonnes idées pour aussi combler les lacunes de son équipe par de l'ingéniosité, par de la créativité. Donc ça passera aussi par Tyrone probablement. Tu disais, l'intérêt, il n'est pas si évident que ça quand tu as des joueurs d'ISO aussi forts et une défense aussi bien assise. Mais bon, en tout cas, il y a quelques possibilités pour cette équipe-là, même si je ne vois pas un changement drastique à venir sur la saison. C'est Tom qui nous dit en attaque, avec Kawhi et Paul George sur le terrain en 2020-2021, c'était 123 d'offensive rating. C'est vrai que du coup, comme tu le disais parfaitement pour conclure, l'intérêt peut-être d'imaginer de l'alternance de jeu est un petit peu moindre. Et d'ailleurs, c'est Val qui nous dit « T'as un risque d'avoir un jeu trop stéréotypé sur demi-terrain, mais peut-être que ce ne sera qu'un problème si Kawhi et Paul George ne sont pas au niveau espéré. S'ils le sont, bon bah tant pis pour le demi-terrain. » Et je suis assez d'accord finalement avec cette vision de la chose. Si ça marche pas de toute façon, tu utilises la technique Paul Narev, goodbye Tyronn Lue, nous dit Guillaume dans le chat bien sûr, et vous l'aurez peut-être en plus, mais je ne vais pas chanter, donc je ne ferai pas honneur à tes thématiques musicales finalement ce soir, Guillaume. Alors que je remonte un petit peu plus dans le chat pour relire un message de Tom qui nous disait « Je suis plutôt inquiet sur la défense du point d'attaque des Clippers et aussi la défense du cercle. » Et ça va me permettre de faire la parfaite transition pour l'autre point que je voulais aborder, l'aspect défensif du terrain. Un roadster, on l'a dit, avec énormément de profondeur sur les ailes notamment. C'est d'ailleurs ce qui revient excessivement dans les conversations autour des Clippers et qui leur donne une certaine hype et une grosse cote pour en tout cas peut-être chez les observateurs les voir arriver jusqu'au terme, la finale NBA et pourquoi pas le titre. Mais voilà, dans le désordre bien sûr, Kawhi, Paul George, Nick Batum, Robert Covington, Marcus Morris, on pense à Norman Powell, un peu plus sur le bas de court. Bref, énormément de joueurs capables sur les ailes qui sont très polyvalents, avec plutôt des profils défensifs dans leur grande majorité, et donc potentiellement sur les playoffs, une adaptabilité du jeu en switch.
On sait que c'est très couru maintenant comme philosophie défensive, bien sûr. Ça permet de laisser aucun ou très peu d'avantages sur le pick and roll notamment. Et un small ball du coup, parce que c'est vrai que les Clippers jouent énormément le small ball. On parlait tout à l'heure d'Ivica Zubac en pivot, mais avec derrière lui peut-être peu de réassurance. Moussa Diabaté, le français, en two-way contract, qui, on l'espère, pourra peut-être avoir quelques minutes en saison régulière et s'affirmer. Moses Brown également, en termes de pivot, peut-être de formation. Mais c'est vrai que ça peut sembler quand même léger derrière Ivica Zubac, donc on peut imaginer plus de small ball. On sait que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, notamment en playoff, et on se souvient de la série face au Jazz et Rudy Gobert, où ça avait particulièrement bien marché. Alors, Julien, toi qui maintenant as récupéré Rudy Gobert en bon fan des Wolves, il pourrait y avoir un mismatch potentiel, ou un match-up en tout cas intéressant potentiellement contre vous les Wolves, puisqu'on sait que, et on le disait dans la preview des Wolves, que le small ball pouvait être une des armes à utiliser contre et Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, et ce serait peut-être un match-up intéressant, peut-être à ton désavantage Julien pour le coup, mais malgré tout, le penchant à ça, c'est forcément qu'en est-il de la protection du cercle dans cette défense? Tom le rappelait très bien, c'est son point d'inquiétude. Et également la défense sur le point d'attaque. Peut-être surtout le point d'attaque, oui, on parle de point d'attaque souvent. Alors, ça peut changer, mais souvent sur effectivement des postes d'arrière un petit peu plus explosifs. C'est vrai que pour le coup, s'il y a beaucoup d'ailiers dans cette équipe et qui peuvent du coup bien défendre et switcher sur les postes 3, 4, peut-être 5 pour un ou deux joueurs, même si bon, ça va dépendre du 5 en face. Vous m'entendez? Et Val avait raison tout à l'heure en parlant du Jokic. Néanmoins, c'est vrai que sur les postes d'arrière, on a des profils beaucoup plus scoreurs et moins défenseurs, que ce soit Reggie Jackson, Terrence Mann, Luke Kennard, Amir Coffey, ça défend quand même globalement moins, et effectivement il pourrait y avoir cette difficulté défensive. Néanmoins, on peut le dire, la saison passée, alors qu'ils n'avaient pas Kawhi ni Paul George, ils étaient plutôt très bien classés dans la ligue au defensive rating, et ils avaient réussi quand même à faire leur beurre à ce niveau-là, donc on peut imaginer malgré tout que ça restera une force. Et après, autre question que je me permets, quel niveau défensif pour Paul George et Kawhi, qui on le sait, quand ils ont énormément de responsabilités offensives, ont tendance à difficilement pouvoir donner le mieux de ce qu'ils peuvent du côté défensif du terrain. On sait que avec l'âge, c'est forcément quelque chose, avec l'âge et notamment les blessures aussi, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. C'est difficile de pouvoir donner autant d'efforts des deux côtés du terrain pour ce genre de joueur, surtout en plus ce genre de joueur qui, avec, on le rappelle, mais cette opération en tournant offensivement du côté du terrain sur de l'isolation, doivent énormément donner. C'est toujours beaucoup plus difficile de pouvoir se donner à fond défensivement. Malgré tout, les bases sont là. Et Guillaume qui nous demande aussi, l'impact de Kofi risque d'être dilué dans un tel effectif aussi dense, mais je ne sais pas du coup s'il y a une vraie question derrière ça, ou s'il y a le jeu de mots. Guillaume, tu me troubles un petit peu trop. Je ne sais plus sur quel pied danser. Voilà. On a peut-être fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait faire vis-à-vis de ce qu'on voulait dire vis-à-vis de ces Clippers. Est-ce que il y aurait des choses qu'on pourrait dire en plus? N'hésitez pas dans le chat. S'il y a des fans, bien évidemment, des Clippers, n'hésitez pas à rajouter des choses, que ce soit dans le chat, mais aussi, bien sûr, en replay sur YouTube, dans les commentaires. On vous lit, on vous répond, je vous le dis, on a eu un commentaire notamment sur la preview des Nets qui ajoutait quelques précisions, et donc ça tombait à merveille, ça permet d'avoir autant de valeur ajoutée. Julien, est-ce que tu aurais un mot de la fin sur ces Clippers? Est-ce que, tout à l'heure je t'ai lancé la perche, est-ce que tu aimerais les croiser en playoff avec tes Wolves? Non, mais attends, tu m'as lancé 3 perches et à chaque fois, tu les as enchaînées direct. Non, mais t'as fait très bien le tour, je déconne évidemment. Est-ce que j'aimerais les croiser? Je sais pas trop parce que je suis pas trop fan du discours
linéaire de dire le small ball fonctionne contre tel schéma et pas contre celui-ci. Je pense que ça dépend de beaucoup d'autres choses que uniquement les postes intérieurs. Ça va dépendre aussi des extérieurs. Peut-être que le Jazz de l'époque avec Gobert n'a pas réussi face à ces Clippers small ball parce que les extérieurs n'étaient pas non plus adaptés pour, etc. Bref. De toute façon, globalement, je ne suis pas forcément trop favorable à tomber contre une équipe qui a Paul George et Kawhi Leonard dans ses rangs. Donc encore une fois, on revient à Effectivement, ça, à dire effectivement, une bonne réponse. bah ouais, voilà, après encore une fois on y revient, c'est leur état de forme qui va dicter un peu la saison des Clippers aussi et leurs vraies ambitions. Tu parlais de la défense, Kawhi, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué en défense, non pas qu'il ne soit pas capable, mais parce que physiquement, avec cette blessure-là, et on sait qu'il est quand même un petit peu fragile, je pense qu'on va essayer de le protéger un maximum. Paul George est encore capable, on l'a vu, malgré les blessures à répétition aussi, d'aller fournir ces efforts-là. Il a un petit peu ça dans les gènes, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être lui qui sera des deux le plus à même de se mettre des missions défensives quand il faudra un peu suppléer le collectif. Pour moi, c'est un candidat au titre à partir du moment où les deux joueurs sont en forme. Par contre, leur limitation, pour essayer de résumer un peu le truc, leur limitation et sur les postes extérieurs, vraiment mène poste à poste 1-2 et sur la raquette peuvent devenir vraiment trop criantes quand il s'agira de passer les tours. Et on l'a vu la saison dernière, si les deux stars sont pas là. Parce que Kawhi et Paul George peuvent régler beaucoup de choses. Euh, la profondeur au niveau des ailes, c'est très bien. Ça permet plein de choses, hein, autant offensivement que défensivement. Je sais plus si c'était Brad Stevens qui le disait à l'époque à Boston, ou Danny Ainge qui avait dit, je crois que c'était Brad Stevens qui avait parlé d'une ligue d'ailiers, justement de cette volonté-là d'aligner quasiment que des ailiers autour d'un axe 1-5 notamment. Et bah, finalement, les ailiers sont là, mais l'axe 1-5 reste, même s'il est très correct, puisque la saison de Reggie Jackson était très bonne et celle d'Ivica Zubac également, on manque de backup, parce qu'on ne sait pas encore de John Wall ce que ça va donner. Terrence Mann, peut-être ça va encore progresser. Derrière Zubac, tu l'as dit, il n'y a pas grand monde. Donc forcément, ces faiblesses-là, elles vont continuer d'exister. Donc, à voir si collectivement ça suffit à les compenser, à voir si Reggie Jackson réédite une saison identique, ce qui n'est pas non plus acquis, hein, parce que si on se moquait un peu de lui, c'est pas forcément que pour de mauvaises raisons. Il y avait quand même matière parfois, donc l'année dernière, très bien, il faut le dire, il faut le reconnaître. Maintenant, est-ce que ça va être répété cette saison? C'est pas dit non plus. Voilà, donc oui, pour résumer, avec leurs deux stars en bonne forme, ça devient forcément automatiquement un candidat au titre. Par contre, il y a des vraies faiblesses qui peuvent devenir très problématiques rapidement aussi, je pense. Tom qui nous dit, à partir de quel stade, qui nous demande, à partir de quel stade vous pensez être satisfait de leur saison? Alors comme tu le disais Julien, je pense que voilà, encore une fois, en imaginant que et Paul George et Kawhi reviennent et soient en santé tout le long de la saison à peu près, en tout cas le mieux possible, moi j'aurais tendance à parler de finale de conférence, parce que c'est vrai que, et alors c'est un peu Ouais. aussi l'effet pervers des blessures, mais étant donné que le roster était quand même mis en place, et les transferts des deux étaient faits pour aller chercher la signature plus que le transfert. Pardon, des deux étaient mis en place pour aller voilà, gratter les finales. À partir du moment où on ne fait pas de finale de conférence, j'ai tendance à penser que c'est forcément décevant. Et avec les blessures, et donc du coup ne pas avoir pu les voir performer en playoff, ça ne fait qu'augmenter en fait cette exigence. En tout cas de mon côté, je sais pas ce que tu en penses Julien, toi si tu es d'accord avec ça. Clairement, finale de conf, et pas plus pour la simple raison que, encore une fois, les faiblesses sont là, et du coup, je parle en bonne santé, hein, et parce que tu ne connais pas la match-up que tu peux avoir en finale de conférence, Je suis assez d'accord. et pas la match-up que tu vas avoir pardon, avant non plus, mais en finale de conf, tu sais vraiment pas sur qui tu tombes, donc c'est compliqué d'exiger plus d'une Oui, équipe voilà. comme ça. Je suis d'accord avec toi. Guillaume, qui continue de te taunt un petit peu. S'ils perdent ne serait-ce qu'un match versus Minnesota en playoff, ce sera un échec. Voilà. J'espère que tu te prépares Non, dans mais un live Guillaume, il a un retour. truc avec Minnesota, hein. Bon, après, malheureusement, je peux pas dire grand-chose avec ma franchise, hein, mais bon. Non, 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 mais si, moi je le dis pour toi. On fera un live spécial revanche des takes de Guillaume. On fera un best-of.
et tu pourras lui crier un gros chais si jamais Minnesota va plus loin et que Anthony Remporte le Edwards titre, devient le tout star simplement. contesté. Dis-moi. Remporte le titre, tout simplement. Il n'y a pas de. Ah bah pas voilà, tout d'alternative. simplement. Bah, c'est parfait. Alors que Tom, qui vous l'aurez compris, adore Reggie Jackson et est très objectif du coup sur le meneur. Non, l'an dernier Reggie Jackson n'était pas bon. Je ne suis pas d'accord. Je trouve effectivement que c'était pas sa meilleure. Il n'était pas excellent, pas très bon. Ça restait correct et je trouve on avait des réassurances sur sa viabilité NBA globale, je trouve, malgré tout. Même si je suis d'accord, mais voilà, moi je trouve que bon, après l'ISO Reggie Jackson, bon, c'est pas possible globalement. Donc forcément, ça n'allait pas le mettre dans de bonnes conditions.